Mesdames et messieurs, d'ici quelques instants, nous allons commencer notre descente vers Mais Genève. Fred, qu'est-ce que tu fais? On est en retard pour le tournage. Qu'est-ce que tu fais là? Bienvenue dans Histoire d'avion. Aujourd'hui, on fait un reportage en extérieur du musée. Ce sera un reportage exceptionnel sur la réalisation d'un simulateur de vol, une cabine, un cockpit. On aura avec nous Julien, le réalisateur de ce cockpit, et un hypnothérapeute spécialisé dans la peur de l'avion. Abonnez-vous, profitez du voyage, attachez vos ceintures et bon vol. Salut Julien. Hello Fred. Merci de nous accueillir ici. Eh ben avec plaisir. Ça fait un petit moment qu'on se connaît déjà. Ah. Effectivement. Un jour, je suis venu ici découvrir ton simulateur de 737 qui n'était pas du tout dans la configuration qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu un grand bout en plus de ta maison qui s'est agrandi. Ah, oui. Le simulateur était derrière nous d'ailleurs, il n'était pas du tout dans l'axe qu'il est maintenant. C'est juste. Comment ça t'est venu l'idée de vouloir créer un simulateur, particulièrement un 737 ? Alors, à l'époque, moi je faisais de l'aéromodélisme, Ouais. plutôt hélico, un peu avion, mais quand même plutôt basé sur l'hélico. Voilà, c'est un ancien copain du Poly que j'ai rencontré qui m'a relancé dans cette dynamique d'hélico. Puis on a recommencé un peu ensemble comme ça, mais en tant qu'amateur, on ne faisait pas partie d'un club. Oui. Et puis, voilà, on se challengeait un peu sur la technique, comment voler le mieux, comment faire les meilleurs réglages, tout ça. Puis petit à petit, c'était encore les moteurs à essence, donc ça prenait du temps, réglage, tout ça, tu vois. Et puis à bout d'un moment, j'avais envie de passer un peu à autre chose, de laisser ce truc-là de côté, mais d'avoir un truc un peu dans mon garage, un peu comme un cocon, une bulle de sérénité dans laquelle je peux m'isoler, puis faire moi mes petits trucs à moi. Ouais. Qui sont... puisque en fait j'ai une formation d'ingénieur électricien à la base, donc j'ai toujours aimé bidouiller aussi, souder, toutes sortes de choses, quoi, tu vois. Et puis là, je me suis dit, tiens, j'ai commencé par regarder en fait le web, qu'est-ce qui se faisait. Mais ça remonte à plus de 10 ans, même 14 ans maintenant. Ok. Et à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on connaît au niveau des cockpits. Il n'y a pas grand-chose qui existait, juste des amateurs qui aimaient faire les choses bien, et qui prenaient le temps de modéliser ces cockpits. Puis je trouvais ça fascinant. Je m'intéressais à toutes les séries d'Air Crash Investigation et compagnie, tu vois. Puis j'ai toujours eu cet attrait pour l'aviation depuis tout jeune. Mais en fait, je me disais, si j'arrivais à faire quelque chose, ça serait cool, bricoler, juste mettre un ou deux boutons. Puis à l'époque, avec X-Plane, moi j'utilisais pas mal MATLAB, c'était un logiciel de modélisation numérique, si tu veux, pour les maths au Poly. Puis je m'étais déjà dit, mais comment je pourrais fabriquer une petite plateforme à 6 axes en fait, pour modéliser juste l'assiette, le tangage, le roulis d'un avion. Et puis j'ai bricolé ça avec des servomoteurs. Puis j'ai vu qu'on pouvait tirer les paramètres directement d'X-Plane, tu vois. Mais c'était assez novateur quand même le truc. Pouvoir faire ça avec MATLAB via le réseau Ethernet. Je trouvais le truc génial, quoi. Puis après, j'ai commencé à placer un ou deux boutons, à regarder ce qui se faisait sur le net. Et puis de bouton en bouton, j'ai commencé de modéliser un bout de cockpit. D'abord, juste un panneau en bois, c'est un panneau en bois avec un écran, juste 2-3 switches. Je me suis dit, c'est pas mal, on arrive à faire fonctionner quelque chose. Puis après, je suis parti dans ce délire, me dire, mais je pourrais en faire la totalité de ce cockpit, quoi. Alors, j'ai pas l'idée de mettre un shell pour le couvrir, il était complètement ouvert. Il était beaucoup plus droit, ça ne ressemblait pas vraiment à un 737 non plus, mais c'était déjà une première version, quoi. Donc il n'y avait pas d'habitacle. Il n'y avait pas d'habitacle vraiment, tout autour, non. C'était beaucoup plus... Alors, j'avais trouvé un peu des plans sur Internet, mais il n'y avait pas de truc officiel. Et ça, j'ai dû m'adapter. Donc, alors, j'ai pris ce qu'il y avait sur le net, j'ai pris des bouts de photos, j'ai commencé de mesurer avec ma règle, d'essayer de calculer des rapports d'échelle pour connaître les proportions, où déplacer, où découper les trucs, comment mettre les switches.
Et puis petit à petit, j'ai trouvé qu'on pouvait graver des panneaux, tu vois, parce que c'était un peu compliqué d'avoir des pièces d'origine à l'époque. Puis je n'avais pas vraiment cherché non plus. Ouais. J'ai vu qu'en Espagne, on pouvait faire graver des bouts de panels, donc je me suis amusé à faire envoyer graver des bouts de panels. Ouais. Certains que j'ai toujours d'ailleurs dans le simulateur. Mhm. Et puis petit à petit, j'ai remarqué que ce truc-là, c'était bien, mais ça faisait quand même pas un vrai cockpit, quoi. Ouais. Il manquait quelque chose, il manquait un peu cette dimension historique. Voilà, dans le sens où aucune des pièces qui étaient dans l'avion n'avait vraiment volé. Ouais, Et voilà. ce truc-là, c'était quelque chose qui me manquait. Ouais. Je me suis dit, bon, je sais qu'il existe des casses aux États-Unis ou un peu partout dans le monde où on peut récupérer des pièces d'avion. Mhm. Puis peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Puis j'ai commencé de chercher, de fouiller à travers le web. Puis je suis tombé sur un musée, en fait, de l'aviation aéronautique, un ancien pilote américain qui volait sur American Airlines à l'époque. Ouais, ouais. Et qui, en fait, récupère des pièces actuellement, des anciennes pièces d'avion, les revend à but caritatif, en fait. Ok. Ce qu'il fait, c'est quand le bénéfice qu'il fait sur ces pièces, il les revend pour une association. Ah, Je me bien. suis dit, ah, mais génial. Moi, je bossais en plus dans une fondation aussi pour enfants en situation de handicap. C'est quelque chose qui me parlait aussi. Ouais, tu vois. tout à fait. Donc, du coup, j'ai commencé à écrire à ce gars, mais ouais, mais on peut vraiment avoir toutes ces pièces. Moi, je ne revenais pas, hein, pour avoir des sièges. D'un coup, il y a tout un panel de pièces qui s'est mis à ma disposition. Ouais. Ouais, moyennant finance, hein, quand même. On est d'accord, ouais, ouais, tout à fait. Mais c'était encore des prix acceptables à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Hein. Ah non, aujourd'hui, ma foi, c'est vrai que ça devient compliqué, Ouais, puisque ouais. toutes ces pièces sont récupérées pour faire en fait du mobilier, hein, bêtement. Hein. C'est vrai qu'on peut acheter des sièges de cockpit pour faire des chaises de bureau. Ah ouais, complètement. C'est plusieurs milliers de francs le siège. Hein. Exactement. Ouais. Mais du coup, à l'époque, après avoir vu tout son catalogue de pièces, je m'étais focalisé principalement sur les yokes. Le truc que tu tiens, en fait. Le truc qui fait vraiment pilote. Ouais. Et puis c'est aussi l'avion que tu t'imagines quand tu es enfant, en fait. Le truc que tu tiens dans les mains, tu dis, ouais, ce truc-là, il a vraiment volé, en fait. Il a été dans un vrai avion. Ça amenait vraiment cette dimension supplémentaire pour moi. Donc, allez, on y va pour les yokes. Puis en même temps, les sièges, je n'avais pas tout de suite trouvé. Mais je m'étais rabattu sur un vieux caisson radio. Ah ouais, ok. Ouais, un horizon artificiel. Puis, qu'est-ce que j'avais encore trouvé? Je ne sais plus trop, mais une ou deux petites pièces, quoi. Allez, on est parti avec ces pièces-là. Ouais. Et puis, le gars, il m'écrit 3 jours après, c'est bon, le truc est parti. J'étais là, mais c'est pas possible, c'est hyper rapide en plus. Et en une semaine, Fred, je te mens pas, on m'appelle, l'aéroport de Bâle qui m'appelle, voilà, on a du fret pour vous, machin, comment vous voulez faire, vous venez le chercher, c'était en plein hiver, je me rappelle. Il y avait 30 cm de neige. Alors soit on peut vous le livrer à la maison, avec moyennant paiement pour une société tierce, soit vous venez le chercher. Et puis, non, avec cette neige, moi je ne vais pas aller m'emmerder. Ah oui, c'est sûr. On me le livre dans la maison, quoi. Et puis, 24 heures après, voilà, le fret était là, quoi. Purée. Et puis, je me rappellerai toujours, ces trucs, c'est plein de poussière, c'est vieux, ça a une odeur particulière, ça a vraiment l'odeur du vieil avion. Quoi, ça sent l'électrique un peu. L'électrique. Ouais. Bon, je me suis dit, ok, je ne vais pas pouvoir l'utiliser comme ça. Donc, premier truc, déjà, j'avais aucune notion de comment faire pour interfacer ce truc-là, tu vois. Ah, il y avait encore le throttle avec. Ah oui, j'ai commandé le throttle, c'est ça aussi avec. Et c'était surtout sur ces pièces-là, je me suis dit, mais comment je vais faire pour interfacer ça? Parce que tu vois, ça fonctionne avec un système de câble en réel. Il faut qu'il y ait un auto-throttle pour que ça réagisse avec le simulateur. Donc, c'est-à-dire, il faut monter des moteurs électriques. Et à partir de ce moment-là, on part dans une démarche de réflexion de savoir comment on va faire. Parce que jusque-là, c'était juste du plaisir de pouvoir commander les pièces. Arrive un peu la partie technique. Bon, le premier truc, c'était de nettoyer toutes ces pièces. Donc, il a fallu les démonter, refaire la peinture aussi. Ça permet aussi de savoir comment c'est construit. Hein. Absolument. Absolument. Comprendre comment étaient interfacés aussi les switches. Tu vois, c'est en aviation. En aéronautique, il y a une connectique spéciale. C'est pas de la connectique qu'on trouve tous les jours. Quoi. C'est sûr. Donc il a fallu aller avec un potentiomètre, poser les pattes sur chaque pin et puis faire sonner les trucs pour savoir, ah ouais, je presse ce bouton-là, ça fait sonner ça. Ok, je déswitch celui-là, ah ouais, ça fait pas sonner celui-là, mais ça fait sonner un autre. Puis faire un plan en fait.
Donc pour rappel, en fait, donc, le simulateur de vol, tout est fonctionnel hein, dans le tien. Tout est fonctionnel. Donc il n'y a pas une commande qui est là pour faire joli. Hein. Non, à part les essuie-glaces peut-être. Bon, à part les essuie-glaces, mais On en on a les pas a beaucoup. pas, ils sont pas dessus. Donc voilà, c'est vraiment, il y a un boulot derrière d'ingénierie qui est incroyable. Oui, il y a un boulot assez conséquent, Ouais. c'est vrai, parce que on a tout un tas de variables qu'il va falloir interfacer. Et puis dans la solution que j'ai choisie, c'était de ne pas passer par un logiciel tierce. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui était important pour moi. Ça veut dire que entre le matériel et le simulateur, il faut que ça soit du direct ou quasi du direct, Ouais, mis ouais. à part une carte d'interfaçage. Mhm. Puis ça, c'était important pour moi parce que ça permettait de m'abstraindre d'avoir une solution payante annexe Ouais. ou quelque chose de plus compliqué. En fait, je voulais aussi garder une certaine liberté en fait, dans l'interfaçage. Puis de pouvoir me dire un jour, moi je veux que ce bouton-là il puisse faire ça, bah, je puisse le faire. Donc tu as créé en fait le système d'interface complet du Exactement. simulateur qu'on connaît Ouais. aujourd'hui. Alors l'interfaçage, il se fait avec des cartes standards. Mhm. Il existe un langage de communication qui est aussi standard. Oui. Après, ça a été plus dans la programmation, en fait, le codage de ces lignes pour pouvoir faire communiquer ces informations. Oui. Ouais, c'est ça. Donc t'as vraiment, t'es parti, ce qui est incroyable, hein, on rappelle que ton métier c'est pas l'aéronautique, donc tu n'es pas issu de ce Du monde-là. tout. Et puis aujourd'hui, tu as un simulateur qui est, bon, j'en ai vu énormément, mais pour moi qui est un des plus beaux Merci. qu'il y a dans le monde des home cockpits. Ouais. Hein, parce que bah, tu es parti des vraies dimensions, c'est du vrai matériel. Tu as quand même un écran qui est gigantesque derrière aussi, ça on en Ouais, reparlera. ouais. Pourquoi un 737 et puis pas un 747, un Ouais. 320, un 350 C'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai fait les recherches sur Internet, c'était un des modèles en fait, où il y avait bêtement le plus d'informations. Quoi. Ok, Airbus, on ne trouvait pas vraiment. Quoi. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on. Mais Boeing, en fait, oui, il y avait plein de choses sur Boeing. Ouais. Et puis particulièrement le 737. Alors j'ai quelques autres connaissances en fait dans différents pays qui ont fait des 737. Et puis Ouais, voilà. ouais. Puis tout autour du 737, il y a une communauté aussi qui s'est montée. ok. Et donc j'ai pu bénéficier. Quoi. Donc tu as été sur des forums, tu as trouvé des Ouais. gens qui fabriquaient aussi. Exactement. J'imagine qu'il y a beaucoup d'échanges Il y a pas mal d'échanges. aussi. Ouais. Tout à fait. Tu te fournis en pièces, pas de problème avec les douanes. Aujourd'hui, Non, c'est peut-être un peu non. plus compliqué. Pas de problème avec les douanes, non. Pas de problème de TVA non plus. Pas de problème de TVA non plus. J'étais assez surpris aussi. Ouais. C'était un peu. Non, ça s'est fait un peu comme une lettre à la poste. C'était plus simple de commander aux États-Unis que de commander des pièces en Europe en fait. Ouais, hein. c'est dingue. Et Ça, puis c'est- après, tout arrive ici, ou enfin par période. Hein, Par période, ouais, combien ouais. de temps pour la fabrication du Simu au total? Ouais, alors c'est quelque chose que j'ai pas vraiment évalué, mais le Simu s'est construit sur plus d'une dizaine d'années. Ouais. Et puis en fait, je le faisais surtout quand j'avais envie. Donc il y a C'est des ça. semaines, je faisais beaucoup, Ouais, puis des ouais, semaines, pas du tout. Des fois, on désespère un peu quand ça ne marche pas. Hein. On se demande pourquoi on a créé un monstre, pareil. Et puis d'autres fois, quand ça marche, alors là, on a un regain de motivation et puis on part 2 fois plus vite. Quoi. Ouais, tout à fait. Donc, tu arrives à monter un cockpit complet, on rappelle qu'il est chez toi. Ouais. Donc, ce n'est pas dans un lieu qui est dédié, ce n'est pas dans un aéroport, ce n'est pas Non. dans un endroit spécifique à la formation des pilotes, Bien sûr. ce qui est déjà incroyable. Tu le finalises. Moi, quand je t'ai connu, il était quasiment dans l'état où il est aujourd'hui. Oui, Il a pas mal évolué, mais c'était déjà proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai. Au départ, tu l'as vraiment construit pour toi ou c'était vraiment dans un autre but, de faire du partage, de faire du... C'était vraiment quelque chose que tu voulais Ben, le premier but, en fait, c'était l'aéromodélisme. Hein. Donc, c'était pour moi, quoi. En Ouais. fait, ce truc-là, je voulais monter un truc. J'ai toujours aimé monter des trucs. J'avais monté un R2D2 à l'époque. tu vois. Puis Je l'avais revendu. Voilà, j'étais passé à un autre projet. Puis ce truc-là, à la base, c'était pour moi. J'avais aucune idée de vouloir faire quelque chose plus tard avec ou quoi comment. Dingue. Il y avait tellement de travail de toute façon que je m'étais dit que ça arriverait sans doute jamais. mais- Donc moi, je le découvre par une personne qu'on connaît en commun. Oui, Moi, je me rappellerai toujours. J'arrive chez toi. Je me dis, c'est pas possible. Parce qu'en fait, pour resituer, cette personne-là Oui. m'indique qu'elle connaît quelqu'un dans la région de Delémont, enfin de Delémont même,
Oui. qui a un 737 dans son garage. Moi, je m'imagine, Julien, 1000 trucs. Évidemment. Mais tu vois, à des années-lumière de ce que je vois en fait. Hein. Donc le simu est dans la pièce d'à côté. Ouais. Et puis, je te rencontre pour la première fois. Ouais. Et je vois ce simulateur. Un truc de dingue. Je me dis, c'est pas possible. On commence à discuter ensemble, donc pour resituer un petit peu comment on se connaît. On commence à discuter ensemble. Et puis je trouve un mec, voilà, Julien, que j'ai l'honneur d'interviewer aujourd'hui, qui me dit ouais, alors tu vois, j'ai pris ça, puis j'ai broché ça comme ça, puis j'ai fait ça. Le mec hyper humble, peut-être trop même. Quand on l'écoute, on a l'impression que n'importe qui peut le faire, ce qui est complètement frustrant en vrai, parce que c'est pas le cas. Tu le faisais déjà visiter, je pense, à pas mal de monde à cette époque. C'était dans le but, à ce moment-là, parce qu'il était pas presque abouti techniquement. Oui. Encore 2-3 petites choses qu'on a mis au point, mais presque abouti techniquement. Là, tu te poses des questions à dire on va plus loin, on fait quelque chose de peut-être plus pro. Alors, ça arrive, en fait, il est abouti au moment où la personne qu'on a en commun met à disposition un autre simulateur sur le marché. Puis là, je me dis, ah, mais c'est pas vrai, quoi. J'ai un petit coup de jalousie, là, quand même. Ça pique un peu. Ça pique un peu. Ça fait plus de 10 ans que je me casse sur le truc, et puis là, il y a un gars dans la même ville que moi, quoi. Tu vois, c'est quand même pas le truc qu'on trouve à tous les coins de rue. Non, c'est sûr, Couvre ce machin. Ah, je me dis blablabla, blablabla. On va faire un tour. On va regarder. Je prends une session de vol. Chez lui, machin. Je fais ma session. Donc là, c'est un Airbus. Hein. Un Airbus. Moi, j'ai jamais volé Airbus. Je connaissais absolument rien du tout. Mm-hmm. Ben voilà, je me mets aux commandes de ce truc. Et puis, je me dis, c'est pas mal. C'est sympa, mais le mien, il n'est pas si mal non plus. Quoi, tu te défends très très bien. Et puis à la fin, j'ai dit, si tu veux, j'ai fait un simulateur. Je te montre 2-3 photos si tu veux. Puis là, il me dit, ah, mais ce truc-là, c'est incroyable. Ah totalement. Faut absolument. Totalement. Et maintenant, on se cache, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis j'ai dit, mais moi, je ne suis pas trop dans l'instantané, si tu veux. Prendre quand même un peu le temps de réflexion, de voir. Puis j'ai dit, viens d'abord le voir, fais une petite démo, tu regardes ce que tu en penses, puis après, tu me donnes ton avis. Parce que la personne, elle est pilote officielle, en fait. Puis pour moi, c'était aussi important d'avoir ce regard du professionnel. Ah, complètement, de valider ça. De valider ça. Puis quand il m'a dit non mais c'est génial, il faut absolument faire un truc avec, je me suis dit yes, cool. Donc finalement le truc que j'ai fait c'est pas, c'est abouti. Complètement. C'est abouti, ça vaut quelque chose quoi en fait, c'est pas juste un jouet, c'est ça. Ce qui différencie du jouet quoi. Complètement. Donc tu vas visiter ce 320. Oui. Tu te dis pourquoi pas moi? Parce que tu as une machine qui soutient largement la comparaison. Voilà. Sauf que moi à l'époque, j'étais dans mon garage. C'est ça. Que c'était un petit garage et puis je me disais bon, si tu veux mettre ça à disposition du public, il faut trouver un local. Moi j'ai un travail à côté, donc ça veut dire qu'il faut payer une location, il faut trouver un endroit pas trop cher pour pouvoir payer les frais de location. On arrive vite quand même à plus de 1000 francs par mois. Donc on arrive dans cette dynamique de rentabilité. Puis moi ça me posait un problème parce que je me suis dit mais bon. Si tu n'es pas là pendant 3 semaines, il n'y a personne qui vole, donc qu'est-ce qui se passe? Et puis ça, je ne le voulais pas. Quoi. Donc on me propose gentiment de déplacer mon simulateur. Puis je me dis, c'est l'opportunité, il faut sauter dessus. Quoi. Donc de l'adjoindre en fait au lieu où il y avait ce 320. Exactement, pour avoir un peu un lieu unique avec 2 modèles de vol. Quoi. Et puis le truc, malheureusement, ça ne s'est jamais fait. On a eu plusieurs discussions. Un peu aléa du sort, voilà. Et du coup, je me retrouvais à la case départ avec quelqu'un qui proposait un simulateur de vol fonctionnel ouvert au public, puis moi qui restais dans mon garage à ne pas savoir quoi faire. Puis c'est aussi là que on s'est connus. C'est ça. On s'est connus à ce moment-là, en fait, globalement. Et toi, tu m'as bien dit, mais ce truc-là, il faut vraiment faire quelque chose. Tu ne peux pas laisser ça là-dedans. Complètement. Mais moi, j'ai vu ce simu, mais honnêtement, alors à l'époque, il était dans cet axe-là. Dans cet axe-là, je me suis dit, mais ce gars est extraordinaire parce qu'il a un vrai 737 dans sa maison. Déjà rien que ça. Et puis là, effectivement, on se dit,
il faut qu'on fasse quelque chose de cette machine-là. C'est quelque chose d'incroyable. Donc, une bière en amenant une autre, ça donne des idées. Ça donne des idées. Et puis un jour, tu me téléphones et puis tu me dis Fred, j'agrandis ma maison. Quoi. Ouais, alors. C'est presque ça, c'est un peu ça. C'est ça. Ouais, pour résumer un peu les trucs, c'est donc le simul est dans le garage. Ouais. Puis devant le garage, j'ai un couvert pour ma voiture. Donc un couvert en bois. Ouais. Et puis, c'est un peu en discutant avec mon papa qui me dit ouais, mais bon, t'as pas 50 possibilités si tu veux garder ce truc-là à la maison pour pas devoir prendre un local. Il faut fermer le couvert. Quoi. Ouais, il faut agrandir en fermant le couvert. Alors on fait une structure en bois qui m'a dit voilà, on fait un truc bien comme il faut, mais qui permet d'accueillir en fait ce simu. Donc à partir de là, toute une effervescence qui se met en place. C'est sûr. Commence à dessiner des plans, de savoir comment on va le tourner. Du coup, ça faisait vite quelques mètres carrés de plus. Et puis, ça me permettait de le disposer différemment, puisque là, il donnait quand même un chouïa serré par rapport au mur, complètement. Oui, c'était tout petit. Hein. Et puis l'écran était aussi un peu petit. Ouais. Donc profiter d'agrandir l'écran. C'était déjà un bel écran. Hein, C'était déjà un bel écran de base. Ah ouais, tout à fait. Un bel écran fait maison, voilà. Maison. Ouais. Aujourd'hui, c'est 8 mètres de diamètre. Un peu moins. Un tout petit peu moins. Il faudrait que je ne sais plus exactement. Il est gigantesque, hein, c'est vraiment quelque chose ça de fait très grand. 6m40. 6m40, quelque chose comme ça. 60, Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Il faut ce qu'il faut, quoi. De diamètre, ouais. Mais à l'époque, c'était juste des plaques MDF du Jumbo, pour pas citer le magasin. Ouais, pas de souci. Comme j'ai la chance d'avoir ce centre de bricolage à 2 minutes de chez moi. Ça arrange aussi. Hein. Ça arrange aussi. Je peux me y aller en trottinette. Ouais. Mais là, c'était bêtement fait avec des plaques de MDF incurvées. Donc, dessiner un demi-cercle par terre avec une craie. Et puis après, monter des poteaux fixés. Et puis après, un système avec 3 bimeurs pour pouvoir projeter une image cylindrique. Quoi. Et puis, du coup, si je reprends la phase où on a déplacé le cockpit, donc c'était aussi toute une aventure de déplacer ce truc. J'ai eu la chance d'être là le jour où il a migré. Et puis, heureusement, je l'avais construit sur un châssis avec des roulettes. Ça a franchement facilité le déplacement. Permettait de le glisser, de le tourner facilement. Bien qu'il fasse un poids assez conséquent. Hein. Ah oui, complètement. Ouais. J'arrive pas trop à estimer, mais je pense qu'on est bien à... Je pense qu'on n'est pas loin de la tonne. Hein. Pas loin de la tonne. Je pense qu'on n'est pas loin de la tonne. Et du coup, en le tournant différemment, ça me permettait aussi d'avoir un espace pour accueillir les gens. Ce que je n'avais pas jusqu'à maintenant. Complètement, ouais. Je pouvais accueillir une personne, maximum 2. Mais c'est eu arrivé que des personnes viennent à 5 personnes, puis je leur dis, écoutez, ça va être un peu compliqué, quoi. S'il y a 2 personnes qui montent dans le cockpit, qui n'ont aucune expérience de vol, il faut leur montrer un peu les trucs par derrière, alors on est un peu tout tordu comme ça. C'est ça. Et puis les autres personnes ne pouvaient pas en profiter. Donc du coup, ça m'a permis d'avoir un local pour accueillir un peu des gens, 5-6 personnes, voilà. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce local, de cet espace-là? Il faudrait faire un truc qui aille avec le thème de l'avion. C'est ça. Et puis à l'époque, j'avais commencé une formation d'hypnothérapeute que je vais terminer très prochainement. Oui, tout à fait. Puis je me suis dit, mais est-ce que j'arriverai à faire d'une pierre deux coups? C'est-à-dire joindre l'hypnose à la passion de l'aviation, quoi. Peut-être que la peur de l'avion, c'est la solution, en fait. Totalement. Le traitement de la peur de l'avion, c'est la solution. Puis pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des sièges pour installer les gens. Alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver? On pourrait trouver une cabine, en fait. Oui. Une cabine d'avion, on doit pouvoir trouver ça, quoi. C'est ça. Et puis maintenant, ça fait une année environ. Hein. Ouais, c'est ça, ça fait une année. Juste une année, j'ai eu la chance de trouver ces quelques sièges, ces 6 sièges qui sont des sièges Recaro de chez Lufthansa. De chez Lufthansa, exactement. Plus les hublots avec les porte-bagages et tout. Un ensemble, disons, complet. C'est un Airbus, hein? C'est un Airbus. Ouais. Exactement. Et puis, de disposer ces sièges, cette cabine, en fait, cette pseudo-cabine, dans le local. Ouais.
Alors, du coup, là aussi, on se pose tout plein de questions. Comment est-ce qu'on va monter ça? Bon, ça fait rien, on commande, on verra bien après. Vous profitez quand il y a un souvenir parfait. Parce qu'en fait, la marchandise, elle est rare. Hein, à cette époque-là, complètement. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir. C'est vraiment. Ouais, vraiment. Il ne fallait pas réfléchir 15 ans, quoi. Ouais. Donc, c'était un peu une opportunité. Et puis voilà, on se dit, on va monter ces sièges. Il fallait faire ça encore vite parce que les locaux se finalisaient. Hein. Ouais, complètement. Les locaux se finalisaient. On avait déjà l'inauguration qui était prévue, donc on s'est dit si on arrive à monter encore cette cabine avant l'inauguration, c'est quand même vachement mieux. C'est sûr. Puis là, on se dit, quand même, c'est bien de monter la cabine, mais si les gens sentent rien quand ils sont dedans, ça ne va pas le faire. Ah non, bah oui. Donc, on va monter une petite plateforme juste surélevée, on la voit de quelques centimètres, sur laquelle on va installer des basses pumps. Ça va donner un petit peu des vibrations, les gens ils entendront le son, puis ils auront quand même une vue sur les hublots. Du coup, ça fait quelque chose de tout à fait fonctionnel. Complètement. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça te permet aussi justement donc, de pouvoir pratiquer après l'hypnose pour la peur de l'avion. Hein. On a aussi une autre vidéo qui traite de ça. Oui. Et puis, en même temps, ça permet de régler la problématique que tu avais avant, de pouvoir mettre en attente des gens, si c'est un groupe, et puis justement d'avoir une vue, ils participent au vol quelque part, parce qu'ils ont une vue sur les hublots, ils ressentent l'avion. C'est vraiment flagrant, hein, d'ailleurs, on ressent le vol, la rentrée du train, l'allumage du moteur. Exactement, donc oui. on a... tu as pu solutionner ça de manière très élégante, je trouve, c'est super. On a eu ça, je me rappelle que c'était aussi une idée qu'on avait eue un petit peu tard. C'est juste. Avec un petit peu. Dernière minute. Dernière minute, c'était franchement chouette. Oui. Donc du coup, chemin faisant, donc tu arrives à avoir, tu fais un cockpit complet. Oui. Juste derrière, on est dans la cabine de l'avion. C'est ça. À ce moment-là, tu te dis, on a vraiment un truc qui est super, qui est complet. Qu'est-ce qui pourrait manquer à tout ça? Exactement. Étant donné que c'est ma maison, en fait, hein, et voilà, je ne suis pas toujours là. Hein, des fois, c'est toi qui viens aussi de temps en temps faire des vols. Voilà, exactement. Avec des clients. Tout à fait. Ou des petits groupes hein, aussi. On a la capacité d'accueillir jusqu'à 10 personnes, disons, environ. Il manquait en fait des WC dans ces locaux. Ouais. Et avec les 2-3 vidéos, les réseaux TikTok et compagnie, ta connaissance, tes connaissances, on a réussi à dégoter l'improbable. L'improbable sous forme de WC d'avion, quoi. C'est ça, des WC de Boeing 777. Exactement. Ouais. C'était vraiment l'élément qui manquait en fait. Complètement. Et là, elles sont encore en cours d'installation, mais elles seront prochainement réalisées, terminées et fonctionnelles. Tout à fait. Donc la chaîne, hein, donc on a un cockpit devant, une cabine au milieu, et puis on aura des toilettes d'avion derrière. Exactement. C'est quand que tu rajoutes les ailes à la maison? Ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un peu plus compliqué. En tout cas, c'est vraiment un projet qui méritait de passer sur la chaîne. Parce que voilà, déjà, le cockpit en lui-même, c'est quelque chose d'improbable. Parce que sans lancer de fleurs, parce que travaille un peu ensemble, mais sans lancer de fleurs, il y a énormément de home cockpits qui sont aujourd'hui pas à ce niveau-là, qui sont en phase de le devenir, mais en tout cas qui ne le sont pas actuellement. D'avoir une vraie cabine, un tronçon de vraie cabine d'Airbus chez un privé, c'est encore moins probable. La cerise sur le gâteau, c'est les toilettes d'avion derrière. Tu remarques, toi, que tu es dans un truc qui est complètement improbable chez un privé, ou tu es tellement dedans que tu t'en rends plus compte aujourd'hui? Quelquefois, oui. Ouais. Oui, quand tu me le rappelles comme ça, oui. T'as encore un peu parce que là, on est en train de faire une interview dans un bout d'avion. Tu te rends compte? T'as encore Oui, je me rends compte que c'est complètement improbable. Ma femme me le rappelle tout le temps. Tu fais des trucs vraiment bizarres. On lui passe le bonjour, hein, d'ailleurs. C'est ça. Mais oui, non, je me rends compte quand même. Je me rends compte que c'est une chance, en fait. Oui, parce qu'à force d'avoir le nez dedans, des fois, on est tellement le nez dans le guidon, comme on dit, qu'on ne se rend plus forcément compte de ça. Alors des fois, je l'oublie. Hein, quand je suis occupé, je l'oublie, mais tout d'un coup, je me dis, ah oui, il y a ça. Je le relance toujours, en fait. C'est exceptionnel.
Et j'ai toujours du plaisir à faire, moi, des petits vols. T'en rêves encore la nuit? Ah, moins qu'à une époque, quoi. Quand même. Moins qu'à une époque. Mais il y a des nuits, je dormais pas. Ouais, c'est Tu ça. vois, à savoir comment j'allais faire ça pour que ce truc-là s'allume en même temps que ça. Ouais. Moins, mais il y a encore plein de choses à faire. Maintenant, c'est de pouvoir mettre encore un peu de temps de côté pour finaliser les détails. Et puis, on a encore quelques belles surprises. Et tu as encore du plaisir de temps en temps, comme tu disais, à te faire un vol privé, rien que toi, bien sûr. Dans le cockpit ou avec des copains ou comme ça. Ah oui, juste, ouais, tout à fait. Moi, j'ai le souvenir d'un vol qu'on s'est fait pour le plaisir où on a commandé des pizzas qu'on a mangé ici, pilote automatique au cockpit, en regardant dehors, en mangeant des pizzas. C'est des beaux moments. C'est un truc qui reste... Tu vois, quand tu es dans l'avion, pour moi, c'est la liberté totale. Complètement, aucune contrainte. Tu as juste le ronronnement des moteurs qui te berce. Puis tu es là, tu es juste bien. Alors, tu es juste tranquille. Je rebondis sur ça, parce que justement, moi, ma place préférée, c'est celle qui est au fond, près du hublot. Enfin, ça me fait du bien de me poser là, de mettre un vol et puis de pouvoir... c'est un moment... C'est vrai que c'est un endroit très zen, pour autant qu'on n'ait pas trop peur de l'avion. On revient sur le sujet, mais c'est un endroit qui est zénifiant, c'est un endroit qui fait du bien. Donc c'est vrai que c'est multi-usage, si on veut. C'est multi-usage. Et puis ça rejoint autant ton activité future qui est l'hypnose. Bien sûr. Et puis ta passion pour le vol. C'est venu comment cette passion pour le vol? C'était quelqu'un qui était... Mais j'ai toujours été intrigué par le métier de pilote, dès que j'étais tout petit en fait. À l'époque, je me rappelle que j'avais une connaissance, enfin mon papa avait une connaissance qui était pilote, qui me parlait un peu de ce qu'il faisait dans son travail. C'est toujours un truc qui m'a intrigué. Mais je ne suis pas vraiment allé au bout du truc, quoi, tu vois. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait même Swissair qui faisait il venait parler dans les écoles. Puis j'étais allé voir. J'étais allé voir, là, il y avait le commandant de bord, machin, qui discutait de son expérience. Puis je m'étais dit, ah ouais, pas mal. Mais à l'époque, ça me donnait trop l'impression de devoir partir trop longtemps loin de la maison, en fait. Puis ce truc-là, je me suis dit, ça risque d'être compliqué avec une famille. Attends, mais tu t'imagines ça quand t'es gosse. Et puis après, tu penses plus vraiment. Puis voilà, la vie, elle prend un peu son cours ou passe à autre chose. Et puis ce truc-là, il te reste quand même ancré dans la tête, quoi. Puis je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu construire cet avion, en fait. C'est pour réaliser une part de ce rêve-là, en fait, tu vois. C'est beau, c'est une belle... c'est un beau mot de la fin. Ça montre que, tu peux... si tu en as suffisamment envie, tu peux arriver à des trucs qui sont absolument incroyables. Pour autant que tu y mettes un peu l'ambition, les connaissances et puis de la volonté. C'est ça, de la volonté. Beaucoup même. Beaucoup de volonté. Je pense que tu arrives à quelque chose. C'est une belle morale, c'est chouette. Julien, en tout cas, merci. Merci Fred. Infiniment d'être passé en interview, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'on a un lien assez proche, c'est particulier. Donc vraiment, ça me tenait à cœur de t'avoir sur cette chaîne. Et puis, on espère te revoir peut-être une prochaine fois. Pour de prochaines aventures. Ouais, j'espère. Merci Julien. Merci Fred. Ciao, à la prochaine. Ciao. Merci. Ciao.